Bonjour à tous, merci de votre venue à cette conférence de presse sur le dépôt d'une proposition de loi sur la programmation de l'énergie, dépôt obligatoire en application de la loi énergie-climat de 2019, qui est un préalable indispensable à l'adoption d'une programmation pluriannuelle de l'énergie telle que l'a voulu M. Bayrou par décret. Je commencerai par comme un élément simple. Nos anticorps démocratiques fonctionnent quand même extrêmement mal. Il est quand même très préoccupant que malgré les demandes incessantes du groupe Rassemblement national, aussi bien sous le gouvernement Borne, sous le gouvernement Attal, sous le gouvernement Barnier, maintenant que le gouvernement Bayrou, que le groupe Rassemblement national soit le seul à demander l'application de la loi, et simplement de la loi, puisque c'est les macronistes eux-mêmes qui, en 2019, ont adopté une loi qui oblige le gouvernement à présenter une loi de programmation de l'énergie avant l'adoption par décret d'une programmation pluriannuelle de l'énergie qui engage une vision des investissements et une stratégie industrielle de la nation pour 10 ans. Donc c'est un événement au-delà de la technicité qui est extrêmement important pour le destin français, particulièrement important quand même en ce moment où nos adversaires macronistes et d'autres n'ont de cesse de parler de souveraineté industrielle, d'autonomie stratégique. Comment imaginer le retour d'une industrie en France et en Europe? Comment imaginer une croissance durable? Comment imaginer des gains de pouvoir d'achat sans une doctrine énergétique et surtout un mix énergétique fiable pour les années à venir? Donc on voit bien que nos adversaires sont pris dans d'innombrables contradictions et qu'il n'y a que le groupe Rassemblement national pour assumer, pour demander que le Parlement, et l'Assemblée nationale en particulier, soient saisis d'une loi de la programmation sur l'énergie avant que la nation s'engage sur une nouvelle PPE. Nous avons choisi, avec Marine Le Pen, Jordan Bardella et députés du groupe, en particulier Frédéric Falcon, en charge président WIP de les affaires économiques pour le Rassemblement national, et Maxime Amblat, spécialiste de l'énergie pour notre groupe, de redéposer la loi adoptée par le Sénat, une loi de programmation de l'énergie, déposée par des sénateurs LR, en particulier Mme Estrosi, en avril 2024, puis adoptée en octobre-novembre 2024 par la majorité de droite et LR au Sénat. Nous avons choisi de redéposer une loi déjà adoptée, déjà par esprit de consensus, pour éviter que nos adversaires prétendent et sortent des excuses bidons pour ne pas voter ou examiner une loi RN. Là, c'est une loi de la majorité sénatoriale, pour gagner un temps précieux, puisque selon les prévisions, les annonces de M. Bayrou, l'adoption de la PPE est imminente. Et enfin, par liberté pour tous les groupes d'adopter, enfin de proposer des amendements à cette loi du Sénat qui conviendront à leur propre projet énergétique et de transition écologique, évidemment. Et c'est dans l'exposé des motifs, le groupe Rassemblement national n'est pas d'accord avec le fond, avec l'essentiel du fond de cette loi sénatoriale. Nous avons listé avec Maxime notamment l'ensemble des sujets que nous proposerons par amendement et qui sont conformes au plan Marie Curie, au programme énergétique de Marine Le Pen et Jordan Bardella que nous avions présenté aux élections et qui est toujours à votre disposition. Plan Marie Curie d'ailleurs que nous allons, grâce au travail de Maxime, mettre à jour de manière imminente. Donc, redéposer une proposition de loi LR pour aussi secouer cette Assemblée nationale qui visiblement n'a pas l'air dérangée d'être dépossédée d'une obligation légale et d'une part considérable de son travail, mais aussi j'aimerais comprendre, et nous aimerions comprendre, pourquoi les députés LR, qui ont présenté un programme aux dernières élections législatives totalement contraire à la programmation pluriannuelle de l'énergie que propose M. Bayrou, sont devenus muets depuis qu'ils sont rentrés au gouvernement. Donc quand ils étaient dans l'opposition de Mme Borne et de M. Attal, au Sénat, ils déposaient une proposition de loi de programmation de l'énergie. Maintenant qu'ils assument, parce qu'avant ils ne l'assumaient pas, mais ils le faisaient quand même, qu'ils sont des soutiens officiels du gouvernement Bayrou et de M. Macron, eh bien, ils ne veulent plus déposer leur propre texte. Donc on va leur demander de se justifier sur ce choix extrêmement préoccupant. Et enfin, sur le fond, comme l'a fait Marine Le Pen lors de son déplacement à Flamanville, nous alertons les Françaises et les Français, nous alertons les corps économiques, les corps intermédiaires, les syndicats, nous alertons les associations de consommateurs, tous ceux qui ont au cœur l'avenir de la France, des conséquences désastreuses de cette troisième programmation pluriannuelle de l'énergie
que veut proposer M. Bayrou dans le dos des Français et dans le dos de ce Parlement. Comme l'a dit Marine Le Pen, c'est la prolongation, la poursuite, l'aggravation de toutes les mauvaises décisions de politique énergétique qui ont été prises depuis le Grenelle de l'environnement de Sarkozy, puis surtout par la cogestion socialo-macroniste, François Hollande, Emmanuel Macron. Le grand discours de Belfort d'Emmanuel Macron, qui soi-disant devait relancer le nucléaire, a en fait été une grande annonce de relance des énergies intermittentes, une relance massive de l'éolien terrestre, une relance massive de l'éolien en mer et une relance méga massive, on ne sait même plus comment la qualifier tellement elle est délirante, de l'énergie photovoltaïque. Relance tellement délirante que le gouvernement retropédale dans ses propres prévisions actuelles pour essayer de débrancher ces investissements photovoltaïques complètement délirants et qui, au passage, font un petit billet, un petit chèque de l'Union européenne de plus de 20 milliards d'euros pour la Chine, dont on pourrait, je pense, bien se passer. Donc c'est la poursuite de cette politique délirante. C'est une aggravation dans le sens où M. Bayrou, avec cette PPE, s'inscrit pleinement dans la politique de décroissance de l'Union européenne, dans le Green Deal que dénonce, et a bien raison de dénoncer, Jordan Bardella au niveau européen. Cette programmation prévoit une baisse de la consommation énergétique de 17%, c'est-à-dire le double de ce que la France a fait depuis plus de 10 ans, avec une désindustrialisation, avec une crise profonde du pouvoir d'achat, avec une crise énergétique que tout le monde a pu percevoir. Donc imaginez qu'avec des circonstances aussi graves, la France a perdu 8% de sa consommation énergétique et qu'on lui demanderait de faire le double. Je pense que les Françaises et les Français ont payé pour voir. Donc j'alerte nos concitoyens sur le fait que cette politique énergétique aura des conséquences désastreuses évidemment sur leur pouvoir d'achat, des conséquences désastreuses pour leur emploi. Il n'y aura pas de relance, non seulement il n'y aura pas de relance de l'industrie avec cette programmation pluriannuelle de l'énergie, mais ça provoquera, et je regrette de le dire, sans aucune hésitation, une nouvelle phase de désindustrialisation en France et toute l'Europe. La France ne peut pas avoir une industrie compétitive, une agriculture compétitive, avec une énergie qui, tendanciellement, parce qu'elle est plus rare, est toujours plus chère. C'est littéralement impossible. Je note aussi une incohérence de la part du gouvernement, parce que d'un côté, il a publié, d'ailleurs, une fois de plus dans le dos de tout le monde, en dehors du Rassemblement national, une stratégie nationale bas carbone qui prévoit déjà une baisse massive de 8% de la consommation énergétique finale, avec des différences de comptabilité, et de l'autre côté, il nous demande une baisse de 17%. Donc ce gouvernement ne sait même pas où il va. Il reprend en fait des chiffres qui traînent dans les milieux décroissants écologistes qui ont nécrosé l'ensemble de l'administration française pour nous conduire dans une impasse. Concrètement, financièrement, cette PPE, si les Françaises et les Français ont le courage de la lire jusqu'au bout, puisqu'il faut attendre la page 165 sur 180 pour savoir combien ça coûte, annonce plus de 100 milliards d'euros de subventions nouvelles qui s'ajoutent aux 100 milliards qui ont déjà été versés par les Françaises et les Français depuis le Grenelle de l'environnement, mais qui s'ajoutent aussi aux 200 milliards d'ores et déjà prévus par Enedis et RTE pour la conversion du réseau à cette politique complètement délirante. Donc on a une facture de 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Donc quand d'un côté, vous avez un gouvernement qui utilise comme prétexte le climat international pour dégrader les acquis sociaux des Français, pour expliquer qu'il faut partir plus tard à la retraite pour 15 milliards d'euros à terme, mais qu'il est prêt par contre à dépenser 300 milliards d'euros pour ne produire aucun électron en plus et ne produire que des moyens de production qui sont en concurrence directe avec un nucléaire qui est sous-utilisé, on est dans le délire total. Deuxième exemple de pouvoir d'achat, qu'a d'ailleurs courageusement dénoncé Jordan Bardella dans une vidéo très claire, c'est le coût par exemple sur le carburant, puisque cette PPE reprend le délire sur les certificats d'économie d'énergie, que pourtant la Cour des comptes, sous instruction et sous pilotage du Rassemblement national, a dénoncé le montant, les fraudes et l'inefficacité, mais aussi le futur système ETS2, une amplification des fameux crédits carbone qui ne doit absolument pas fonctionner, et qui mèneront une hausse du prix du carburant de 23 centimes par litre. 23 centimes par litre supplémentaires dès 2027, si on applique cette PPE. Dernier exemple sur les conséquences économiques de cette troisième PPE, une prolongation d'une installation des prix des énergies fossiles, dont on est encore dépendant aujourd'hui parce que les nullités qui nous gouvernent parlent beaucoup mais ne font strictement rien, une installation à des prix 50% plus élevés que la moyenne des 10 ans précédentes pour le gaz et le pétrole. Ce monde qui semblait provisoire, post-Covid,
de carburant, de fuel et de gaz naturel à des prix 50% plus élevés qu'avant le Covid et qu'avant la crise de l'hyperinflation, si on suit la PPE 3, c'est définitif. Selon ce qu'est en train de préparer M. Bayrou, c'est écrit noir sur blanc, il n'y aura plus de baisse de prix de l'énergie à un niveau 50% plus élevé que ce que les Français ont connu avant, et alors qu'on avait déjà du mal à honorer des factures sur des énergies totalement importées. La conséquence de ça, et j'en finirai là pour qu'on mesure la gravité de ces conséquences, c'est que le texte même de la PPE prévoit une division par 2 de l'espérance de croissance pour les 20 prochaines années. Donc on a un texte qui organise, qui reconnaît que oui, l'application des directives européennes et de la stratégie socialo-macroniste sur l'énergie aboutira à une espérance de 2 fois moindre de croissance économique. Donc j'aimerais bien que le gouvernement nous explique comment il peut promettre aux élections qu'il va réindustrialiser avec un texte pareil, comment il peut promettre des gains de pouvoir d'achat avec un texte pareil, comment il peut prétendre que nos retraités auront des pensions dignes avec un texte pareil, bref, comment ça tient la route. Ce texte ne tient pas la route. Et c'est parce qu'il ne tient pas la route qu'ils le font dans l'ombre des couloirs de Bercy et de Bruxelles et pas dans la lumière du débat parlementaire. Donc nous appelons vraiment, pas dire avec solennité, mais avec gravité, nos collègues parlementaires, quel que soit leur bord politique, à se saisir de ce texte, à ne pas laisser non seulement comme un acte illégal être commis, mais surtout engager la France dans 10 années d'investissement et de vision stratégique complètement absurdes qui nous mèneront dans des difficultés encore plus lourdes que celles que nous avons rencontrées. Juste dernier mot, parce que j'ai oublié de l'évoquer, le hasard du calendrier fait que nous redéposons ce texte du Sénat parallèlement à l'éviction de M. Raymond d'EDF. Je vous rappelle, pour ceux qui étaient là, et j'en vois certains journalistes qui étaient présents lors de l'audition de M. Raymond, que votre serviteur pour le groupe Rassemblement National, lors de l'audition de M. Raymond, a été le seul à contester la feuille de route de M. Raymond. Non pas sa personne, puisque une fois qu'il nous avait rassurés sur ses conflits d'intérêts à Merrill Lynch, sous serment, on a considéré qu'il nous disait la vérité, il restait seulement le problème de sa feuille de route. Mais feuille de route qui venait d'où? Qui venait de M. le maire, de M. Macron et de Mme Borne à l'époque. Feuille de route, et vous pouvez reprendre l'audition de M. Raymond, qui assumait que EDF devait devenir une entreprise comme les autres, qu'elle devait gagner de l'argent pour reverser des gros dividendes à un État impécunieux, qu'il fallait continuer à associer des énergies intermittentes avec du nucléaire, quel que soit le coût et quelles que soient les conséquences sur les réacteurs, comme l'a démontré Maxime Amblat récemment. Bref, il a appliqué cette feuille de route. Et en fait, nous avons un PDG qui a été sanctionné par le gouvernement parce qu'il a appliqué la feuille de route de son propre gouvernement. Donc on est au-delà du fusible, on est dans une espèce de politique orwellienne délirante où on sanctionne un PDG parce qu'il a appliqué la politique du gouvernement, pour faire croire que ce n'est pas la politique du gouvernement. Il n'a fait qu'appliquer la politique du gouvernement et révéler un certain nombre de mensonges. C'est vrai que quand vous êtes M. Attal, vous faites le tour des plateaux, parfois avec un manque de contradiction sur le fond techniquement, qui prétend avoir fait une grande réforme du marché européen de l'électricité, que tout va s'arranger, que maintenant il y aura un prix qui correspond aux fondamentaux du parc de production électrique français, qu'en réalité il n'a fait que satisfaire les Allemands et en fait prolonger la libéralisation du marché européen de l'électricité et n'avoir à proposer aux Français que des contrats de long terme ou que des contrats fondés sur des enchères qui en fait reflètent la logique de marché et absolument pas les fondamentaux économiques du parc nucléaire français, bah oui, à un moment, la réalité rattrape les mensonges. Donc M. Raymond n'a fait que dire que M. Attal, Borne et toute la Smala avaient menti aux Français pendant les élections et ils essaient de faire croire qu'il n'a fait autre chose que révéler ces mensonges. Ça n'est que le deuxième dirigeant d'EDF qui paie pour les mensonges du gouvernement. Rappelons que M. Lévy avait été aussi sanctionné pour avoir dit la vérité, à savoir qu'à force de faire tout et n'importe quoi, il n'y avait pas assez d'ingénieurs sur certaines spécialités et d'ouvriers qualifiés sur certaines spécialités pour réparer le parc nucléaire que les dirigeants français avaient eux-mêmes abîmé avec leur politique complètement suicidaire. Donc, on voit bien qu'on est vraiment au bout d'un modèle, à la fin d'un modèle, et qu'alors que devant les Français aux élections, les socialo-macronistes avaient promis de tirer les conséquences de ces modèles et d'appliquer une politique proche de ce que voulait le Rassemblement national, bien en fait on continue le même délire et on emmène la France dans de très lourdes difficultés. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions. Bonjour, Arthur Nzaré de Politico. J'ai deux petites questions. D'abord une pratico-pratique. Est-ce que cette PPL est prévue dans la niche RN? Et si vous pouvez nous en rappeler la date, vu qu'a priori, la PPE que vous dénoncez, elle devrait être, publiée début avril. La fin de la concertation, c'est le 5. Et une autre question, vous vous appuyez sur la PPL Gremillet, donc OLR.
LR du Sénat. Est-ce que l'idée de la vôtre, c'est de faire, entre guillemets, un texte RN 100%, un côté planté de drapeau, ou c'est de trouver un compromis avec les LR, et donc y compris sur les ENR que vous n'aimez pas? Et petit codicile, est-ce qu'il y a eu des discussions avec Pied Noir? Parce qu'après tout, sa lettre signée avec 160 sénateurs rejoint quelque part votre demande, c'est-à-dire un vote. Ce texte n'est pas destiné à la niche RN. C'est un texte transpartisane qui peut être utilisé par l'Assemblée à de nombreuses reprises dans de nouveaux créneaux prévus par l'Assemblée pour étudier des lois. Donc si l'Assemblée nationale trouve plus intéressant de s'occuper de la réparation des ascenseurs et de passer 2 semaines sur les tickets restaurants, mais que par contre il n'y a pas une minute pour parler de 300 milliards de dépenses dans le système énergétique et de 23 centimes supplémentaires par litre de carburant, eh bien Mme Braun-Pivet et son bureau socialo-communiste nous expliqueront l'ordre de leurs priorités. En tout cas, nous n'avons pas de difficulté devant les Français et les entrepreneurs français à leur expliquer que l'urgence est plutôt à traiter cette PPE plutôt que des textes insignifiants qui pourraient être réglés en commission. Deuxième chose, Monsieur Pied Noir fait une lettre, tant mieux. Je ne l'ai pas lue. Je ne vais pas mentir sur le fait que je l'ai lu, mais il devrait plutôt écrire à M. Retailleau, qu'il connaît bien, puisque c'est M. Retailleau qui était président du groupe quand ils ont déposé cette loi. Donc il me semble que M. Retailleau a quelques responsabilités gouvernementales avec d'autres, que son groupe à l'Assemblée nationale, s'il ne soutient plus ce gouvernement, s'effondrera. Que le gouvernement s'effondrera si ce groupe ne le soutient plus. Donc là, il faudrait peut-être mieux se parler entre eux, peut-être, plutôt que de faire des coups politiques pour prendre les Français pour des imbéciles, en expliquant que M. Retailleau, sénateur, et M. Retailleau, ministre, ne seraient pas la même personne. Alors, il serait peut-être temps, sauf s'il y a des problèmes pour lesquels je suis inopérant, que M. Retailleau se rappelle de qui il est, d'où il vient et de ce qu'il pense. Et que piocher dans le programme du Rassemblement, c'est piocher en permanence, comme ce matin, dans le programme du Rassemblement national pour faire quelques voix à son congrès, c'est bien. Assumer ses propres positions, ce serait mieux. Enfin, sur votre codicile, écoutez, on verra bien l'équilibre du Parlement. Nous, on est toujours pour le moins pire. Donc s'il y a des compromis à faire avec le LR ou l'IOT ou d'autres, ou même une partie des macronistes, par exemple les amis d'Édouard Philippe, semblent avoir oublié que c'est Édouard Philippe qui a fermé la centrale de Fessenheim. Donc une fois cet épisode psychiatrique passé, peut-être qu'il pourra se souvenir qu'il y a un intérêt national à défendre et peut-être qu'on pourra faire une coalition avec eux sur certains sujets. Nous, si vous voulez, on est très généreux et on pardonne. On pardonne beaucoup. Donc on peut pardonner aux troupes d'Édouard Philippe d'avoir fait confiance à un homme qui avait travaillé chez Areva et qui a participé à un mensonge d'État pour expliquer que la centrale française la mieux entretenue méritait d'être fermée pour des raisons de sécurité qui n'existent pas et qui sont inexistantes du moindre rapport français. Donc, vous savez, nous, malheureusement, on peut parler avec le diable avec une très grande cuillère, et c'est ce qu'on fait pour l'intérêt national. Bonjour, Minden Metz pour l'agence Anadolu. Je voulais savoir, que pensez-vous de la position de M. Retailleau sur l'Algérie, la mise en question des accords, sa menace de démission? Y voyez-vous une déclaration sincère ou peut-être une volonté de piocher dans votre électorat? Cette conférence de presse est consacrée à la PPE. Je passe un temps suffisant à répondre à l'inaction de M. Retailleau sur d'autres sujets. Donc si on pouvait se concentrer sur un enjeu à 300 milliards d'euros pour le seul mix électrique, ça m'intéresserait. Bonjour, Aline Brachet pour AEF Info. Est-ce que vous avez une position sur l'audition à venir de M. Fontana, une position personnelle et une position de groupe? Est-ce que vous soutiendrez cette nomination lors de son audition? Merci. On le soutiendra pour une raison simple, c'était le nom que nous avons proposé à M. le maire il y a 2 ans. Donc on aurait pu gagner 2 ans. Mais c'est dommage, mais en fait, de manière générale, quand j'écoute sur les prisons, sur l'immigration, sur les peines courtes, sur un certain nombre de sujets, les élections prochaines arrivant, les ambitions s'aiguisant, les macronistes piochent de plus en plus dans le programme du Rassemblement national. Alors, pour les prisons, il aura fallu 23 ans. Pour M. Fontana, il aura fallu 2 ans. Bon, c'est une bonne moyenne. Bonjour, Corentin Le Sieur du Monde. Juste sur M. Fontana, c'est-à-dire que c'est accepté en l'état ou il y a tout de même des questions que vous aimeriez éclaircir avec lui sur son... Nous poserons évidemment des questions précises, que ce soit Frédéric Falcon ou Maxime Amblard, peut-être moi ou Alexandre Loubet qui ne peut pas être là parce qu'il est en train de défendre contre un énième retournement
du gouvernement sur la centrale de Saint-Avold d'une manifestation de salariés devant le Sénat. Mais oui, nous posons des questions précises à M. Fontana sur comment et dans quel délai il espère pouvoir améliorer un certain nombre de procédures au sein d'EDF pour gagner en efficacité, en efficience et donc améliorer les coûts, et quelle vision il a précisément d'EDF. J'espère que ce sera la vision de M. Fontana et que le gouvernement n'aura pas l'idée saugrenue de lui donner une nouvelle feuille de route pondue par je ne sais quel technocrate incompétent ou par un commissaire de Bruxelles, parce que je n'aimerais pas que M. Fontana voit son talent abîmé par les nullités qui nous gouvernent. Hier, en relayant votre tribune dans le Figaro, Marine Le Pen, si je ne me trompe pas, a évoqué une faute impardonnable si l'avenir énergétique était réglé par un décret. Concrètement, si c'était le cas, est-ce que l'offensive du RN pourrait être juridique, c'est-à-dire un recours pour excès de pouvoir devant un tribunal administratif, par exemple, pour non-respect de la loi de 2019, ou elle pourrait être aussi directement politique avec le dépôt d'une motion de censure spontanée? Le recours, il est certain. La motion de censure, Marine Le Pen et Jordan le décideront avec le groupe. Mais il me semble que les propos de Marine sont suffisamment forts pour être entendus, je l'espère, par M. Bayrou. Et il serait temps que M. Bayrou sache ce qui est fait dans ses ministères. Le décret est une ligne rouge, parce qu'on a beaucoup parlé des lignes rouges à l'époque de M. Barnier. Est-ce que la forme, le décret, serait en soi une ligne rouge? Je pense que les propos de Marine Le Pen se suffisent à eux-mêmes. Stanislas Noyer, l'aide de l'expansion. Vous avez parlé d'une proposition de loi transpartisane, ça veut dire que vous l'avez proposée à d'autres groupes, ou est-ce que c'est ce que vous faites maintenant? Et par ailleurs, vous avez parlé de l'ordre du jour en parlant du bureau, alors qu'en fait c'est la conférence des présidents qui décide de la mise à l'ordre du jour d'un texte. Oui, si j'ai parlé d'un bureau, c'était un lapsus, excusez-moi, c'était un lapsus. Oui, j'ai parlé d'utiliser un créneau transpartisan. Ce n'est pas une loi transpartisane, c'est que nous redéposons une loi LR centre droit. Ce n'est pas une loi Rassemblement national. C'est le Rassemblement national qui la dépose, mais il peut être utilisé par un créneau de l'Assemblée à disposition de ce genre de texte. Pas forcément. Ils peuvent le co-signer s'ils veulent. Hein. On peut même si vous voulez, on est tellement de bonne volonté qu'on peut le retirer. Ils peuvent le redéposer s'ils veulent le faire eux-mêmes pour l'intérêt général, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une signature du Rassemblement national sur un bout de papier. Voilà, si l'intérêt de la France dépend de ma présence, de ma signature sur un texte, je suis prêt à sacrifier mon ego sur l'échelle de la lâcheté de LR ou d'Horizon ou de n'importe quelle personne qui veut bien de nos voix, mais qui ne veut pas de nos noms. Mais si elle n'est pas déposée, monsieur, ça dépend. Déjà, si elle n'est pas déposée aujourd'hui, c'est parce que le groupe LR des députés n'a pas déposé le texte des sénateurs LR. Première étape, que ce qui reste de centre droit, Horizon, Lyotte et compagnie, n'a pas non plus déposé le texte voté par leurs confrères et consoeurs du Sénat. Donc nous en avons discuté à de nombreuses reprises. Ce sujet a été évoqué avec vous, journalistes parlementaires, à de très nombreuses reprises. Vous savez très bien qu'on a demandé à de nombreuses reprises aux députés d'autres groupes de déposer ce texte, de le mettre à l'ordre du jour par la voie qui leur semblait la plus heureuse. Ils ne l'ont pas fait. Le temps passe et ils ont joué la montre. Eh bien, le Rassemblement national ne subit pas les événements. Et donc, à partir du moment, effectivement, où on arrive au bout du temps, eh bien, nous prenons nos responsabilités pour voir ce que les autres vont faire. S'ils font le choix de ne rien faire, eh bien, c'est qu'ils soutiennent M. Bayrou et qu'ils soutiennent les orientations politiques de politique énergétique complètement contraires à leurs engagements électoraux et même à leurs discours matin, midi et soir ici, et que tout ça, de leur point de vue, n'est que du cinéma. Un cinéma à 300 milliards d'euros et à 23 centimes en plus sur le litre, ça fait un peu cher. Sami Assef pour l'AFP. On pourrait penser que c'est un sujet qui pourrait se régler en 2027 lors de la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez préciser ce qui, dans cette PPE, entre maintenant et 2027, vous inquiète comme conséquence pour l'avenir? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un sujet qu'on règle dans la prochaine présidentielle? Et par ailleurs, est-ce que vous pouvez préciser si c'est le montant des investissements sur le nucléaire qui vous inquiète ou si c'est plutôt la part du nucléaire dans le mix énergétique par rapport aux autres énergies qui vous inquiète? Parce que je crois que Marine Le Pen a évoqué les conséquences toxiques d'énergie intermittente sur le parc nucléaire avec des interruptions, etc. 2027, évidemment, quand Marine Le Pen sera à l'Élysée et Jordan Bardella à Matignon, on démontrera entièrement la politique énergétique qui est menée depuis le Grenelle de l'environnement et depuis les décisions de M. Hollande et de M. Macron. C'est une évidence. Mais nous, on est contre la politique du pire. Donc là, il y a des décisions qui sont prises, il y a des investissements qui sont lancés.
il y a des fonds marins qui sont bétonnés, il y a des terres arables qui sont bétonnées pour mettre des éoliennes inutiles, je vous dis, il y a 20 milliards dépensés chaque année pour l'importation de panneaux solaires chinois fait dans toute l'Europe, fait dans des conditions absolument épouvantables. Les deux rapports, le rapport de l'autorité de sûreté nucléaire, d'une part, le rapport de la sûreté interne, du contrôle interne d'EDF, d'autre part, comme l'a révélé Maxime Amblard dans une question gouvernement. D'ailleurs, on n'avait aucune réponse sur le fond. Je pense que M. Ferracci n'était même pas au courant des rapports qu'il devait lire. Ce ne sera pas le premier. J'espère que ce sera le dernier. Montre qu'effectivement, l'utilisation massive des intermittents a pour conséquence une modulation excessive des réacteurs qui les abîment, qui les usent, ce que votre serviteur avait comme signalé en commission d'enquête seul, une fois de plus. Donc, tout ce qui arrive le plus tôt possible est le mieux. Par exemple, j'ai cité les 23 centimes par litre de hausse du prix par litre, hausse de taxes, hausse de certificats d'énergie. Ça arrive avant 2027. Et ça fait partie, si vous voulez, la corbeille de la mariée commence à être remplie de dettes et peu de dots. Et on commence à en avoir un peu assez. Donc si on peut décharger cette corbeille, ça sera mieux. Enfin, sur le nucléaire, je ne suis pas inquiet des investissements du nucléaire dans cette PPE, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il y a des bonnes intentions. C'est comme les usines de batteries qu'ils avaient lancées une bonne centaine de fois. Ils nous parlent toujours du même programme de réacteurs. Nous avions prévenu une fois plus les comptes rendus font foi que le design de l'EPR2 n'était pas prêt, que les modalités, ne serait-ce que même pour organiser le chantier et commencer à déblayer le terrain, c'est pas prêt, qu'ils n'ont même pas prévu de quoi loger les ouvriers ou de les former. Rien n'est prêt dans le programme de relance nucléaire, à part la com et les visuels. Et donc, il n'y a pas, je ne suis pas inquiet sur les investissements, il n'y en a pas. D'ailleurs, une des raisons de l'éviction de M. Raymond, c'est qu'il a eu l'outrecuidance au dernier conseil nucléaire à l'Élysée de demander où on en était du financement des réacteurs. On lui a répondu, on n'en sait rien. Merci, au revoir, littéralement. Voilà, bon. Donc, voilà, moi, une fois de plus, les journalistes font ce qu'ils veulent, les éditorialistes font ce qu'ils veulent. S'ils veulent continuer à raconter n'importe quoi et à colporter les mensonges d'État de propagande du gouvernement qui dit qu'il y a une relance du programme nucléaire alors qu'il n'y a rien du tout, que tout prend un retard considérable et qu'on ne sait même pas, en fait, s'il y aura un jour un EPR2 en France si on continue comme ça, eh bien, continuez, voilà. Mais je vous ferai remarquer que les bêtises qu'ont racontées les gouvernements successifs sur l'énergie, à mon avis, il y a un certain nombre d'articles dans les archives d'un grand nombre de quotidiens nationaux qui, à mon avis, ne sont pas très glorieux. Voilà. Donc je les invite à se renseigner, non pas auprès du service com de Mme Pannier-Runacher ou de M. Bayrou, mais plutôt d'aller voir des ingénieurs et des personnes au sein d'EDF qui les renseigneront sur des choses factuelles. Parce que moi, ce que je dis depuis quelques années, avec d'autres, ça tombe pas du ciel. C'est parce que ce sont des gens d'EDF, évidemment, qui m'ont informé de ce qui se passait à EDF. Et c'est pas parce que, voilà, je ne suis pas la grande Shiva qui perçoit ce qui arrive et qui sait tout ce qui se passe. C'est juste qu'il y a des gens compétents, courageux, qui nous informent, nous, au Rassemblement national, des lanceurs d'alerte courageux qui nous disent la différence entre les annonces et ce qui se passe dans notre pays depuis trop longtemps sur ce sujet, comme tant d'autres, d'ailleurs. C'était la dernière question. Ah bon ? Merci.